mais avec les mots de passe. Entre-temps, moi, je vous fais part d'une conférence qui va se passer à Liège le 9 décembre prochain, de 10h30 à 12h30. Isabella Pezzini vient nous rendre visite et elle parlera de la sémiotique au musée, regard, approche, méthode. On lui a demandé vraiment de faire une conférence qui puisse montrer à tout le monde qu'est-ce que la sémiotique peut faire face au musée, quelles sont les choses déjà faites. 5 personnes peuvent être connectées sur le web. Oui, absolument. Alors, voyons si, comme ça, la connexion est meilleure. De toute façon, ce n'est pas un HDMI. Comment vous utilisez quoi? Ah, moi, j'ai pas de connexion. Wow. Moi, j'arrive pas. Donc, je fais passer cette affiche et quand je ferai la publicité sur la liste Telegram et sur la liste sémiotique, vous aurez aussi les liens pour vous connecter parce qu'on a décidé que ce sera aussi en distanciel. Absolument. Il vient de sortir 2 numéros de revue consacrés à Lotman. Un de Sinis. Ce numéro sur Lotman et les phénomènes différents. C'est le sujet de Sinis et l'autre de Lexia. C'est à peu près la même chose, mais enfin, c'est sur de Lotman un peu plus généralement. Deux paquets assez importants, hein, c'est-à-dire qu'il y a au moins une quinzaine d'articles dans chacun d'eux. Ils sont sortis ensemble, c'est le hasard de leur retard respectif, qui était plus ou moins long, parce qu'ils ne sont pas partis à la même date, les projets. Voilà. Celui de Lexia, dirigé par Massimo Leone et son équipe rapprochée, et celui de Sinis, dirigé en partie par Ina Merkulova, et puis un jeune espagnol dont j'ai cherché un nom sur mon téléphone, mais je n'ai pas retrouvé. Mais ne vous inquiétez pas, c'est marqué sur le Lexia de Sinis, dernière sortie. Vous Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui, il y a un jeune doctorant qui fait sa thèse avec Luigi Bassi à Lyon, qui soutient sa thèse le 13 décembre. Il s'appelle Claude Weiss, c'était un ancien de notre master, il a fait son mémoire en gestion, et le titre de sa thèse est Déjà vu l'écologie du sens, de la croyance perceptive à la confiance adaptative. Et le jury aura lieu à Lyon le 13 décembre, avec un jury composé par Valérie Brunetière, Jean-François Bourdon, Claudio Paolucci et Pierluigi Gasso lui-même. Tu peux annoncer peut-être peut-être la deuxième soutenance de thèse. Ça, on peut le faire peut-être le 14. Non, parce qu'il y aura encore une autre thèse le 16 sous la direction de Pierluigi aussi. On pourra l'annoncer lors de la séance du 14 décembre. Et une autre le 6 janvier, sous la direction de Pierluigi. Et si je suis au courant, c'est parce que je suis dans le jury et que je suis en train de lire la thèse qui fait 1200 pages. Et je n'ai pas encore tout à fait fini. 880. Le titre est, la thèse est le titre. J'ai oublié. Ils ont tous la même maladie. Le temps de lire toutes les pages, mais je peux retrouver ça.
Je me permets aussi de vous faire circuler une annonce que j'avais déjà circulée la fois dernière, mais vous êtes un peu, la composition du public est un peu différente par rapport à la fois dernière. C'est un colloque qui débute aujourd'hui à Nantes, dans un endroit très prestigieux italien, la Fondation Bruno Kessler, qui c'est une fondation qui est spécialisée en sciences religieuses d'un côté et intelligence artificielle de l'autre. C'est Massimo Leone qui est devenu président du côté sciences religieuses de la Fondation Bruno Kessler. Et ça, c'est son premier acte public, disons. C'est un colloque sur les sens difficiles, impervious meaning, qui abordera, je ne sais pas comment dire en français par difficile. Les abîmes de l'interprétation extrême. Et ça se passera, ça dure jusqu'au 3 décembre et accueillera des scientifiques de différentes disciplines, beaucoup de spécialistes de religion, d'écriture sacrée, mais aussi des personnes qui parleront de sport extrême, etc. Bon, je pense qu'on peut commencer avec la présentation des livres. C'est à moi, ça? C'est le mien, mais comme il y a ton PowerPoint. Oui, ah oui, d'accord, je comprends. Alors, nous, c'est C'est pas moi qui commence. c'est toi qui commences, Denis. Oui, c'est lui qui commence. Et tout le monde là, Sinon, moi, je peux projeter les tiens, mais seulement pour les personnes en distanciel. C'est ça? en distanciel. Et en présentiel, vous l'avez sur vos écrans Oui, moi je l'ai. Non, mais Pas tout le monde n'est connecté. Hein. Tout le monde n'est pas connecté. Alors, tu le projettes. Alors, maintenant, je vous projette. Oh, non. Maintenant, je vous projette. Il faut qu'on te voit, toi. Bah oui, parce que les gens qui sont à distance, Ça. ils te voient. Est-ce que tout le monde voit, seulement en distanciel, évidemment, les PowerPoint de Denis Bertrand? Oui, vous les voyez? Oui, c'est bien. Alors, Denis, les gens à distanciel les voient. d'accord. Peut-être. Ça marche. C'est ce que... Et si je passe, Non, tu ne peux pas, parce que c'était qu'il les passe. Ah, d'accord. Ce serait mieux que donc tu l'utilises toi. Parfait. Je peux venir ici. Tu te mets là. Vous verrez quand même que moi, je suis connectée. Voilà le PowerPoint de Denis là qui apparaît. Parce qu'on peut partager l'écran de son ordinateur Une présentation. quand on est en vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ben, on peut. Mais non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, oui. Moi, ça, D'habitude, tu envoies ton image. Alors là, tu peux envoyer ton PowerPoint. Ben, c'est très simple. Ah bon? Ça va s'afficher en dessous. Et les uns les autres, on les. Et je ferai, je le retournerai. Ouais, je comprends. Oui, on ne voit pas en entier. Vas-y, il a mis déjà. J'ai déjà mis en présentation. C'est en présentation ici. Je ne sais pas quoi dire. Quand je passe, les gens voient ça. Vous voyez
Vous voyez les slides qui passent, n'est-ce pas? À l'extérieur, là, en Est-ce que vous distanciel. voyez les slides? Oui, très bien. Oui, tout à fait. Donc c'est bien. Donc. Aussi. Ah, donc c'est bien. D'accord, mais c'est moi qui dirige la succession des slides. Ils n'ont pas le droit de tourner les slides. Oui. C'est mon invité qui commande. D'accord. En fait, tu verras d'ailleurs qu'en bas, il y a un sauna, si tu veux. J'ai repéré qu'il y avait un sauna en bas. Tu savais ça? Je sais pas. Bon. Là, tu ouvres. On commence. Bonjour à tous et à toutes. Désolé pour ces problèmes techniques. On va, bon, à distance, vous voyez le PowerPoint. Ici, certains le voient, d'autres pas. Je le montrerai. Pour ceux qui ne le voient pas, je le montrerai. Je retournerai mon ordinateur. Et nous allons écouter d'abord Denis Bertrand. Bon, vous le connaissez tous très bien, le professeur émérite à Paris 8, auteur de nombreux ouvrages sémiotiques littéraires, sémiotiques politiques et autres. Et enseignant aussi actuellement au nouveau collège d'études politiques, Paris 10, Paris 8, donc il continue ses enseignements. Et aujourd'hui, il va nous parler de pourquoi parle-t-on des structures profondes, réflexion topologique autour du parcours génératif. À toi la parole, Denis. Merci. Merci, bonjour, et merci beaucoup d'être venu écouter. Le titre que Juan vient de présenter est le titre maintenu de ma communication. Il est très modeste, vous voyez, par rapport au document qui vient de circuler portant sur les abysses de l'interprétation extrême. Je me contenterai des structures profondes, sans parler d'abysses. Et je voudrais commencer en disant que, comme beaucoup d'autres disciplines dans le domaine des sciences sociales, à l'instar des sciences exactes, la sémiotique, à travers ses courants majeurs, a connu pour chaque grande période de conceptualisation son modèle spatial emblématique. Je dirais une véritable signature épistémique par la représentation spatiale. Carré, hexagone, cercle, strate feuilletée, ellipse, aile de papillon, parabole entre abscisse et ordonnée, spirale, bulle, sphère, pli, etc. Bernard Pottier, on s'en souvient, s'était intéressé le premier à cette sténographie plastique en quête de formalisation topologique. La schématisation spatialisée était le garant d'une visée scientifique. J'ai été donc invité par nos amis organisatrices et organisateurs à réfléchir sur le parcours génératif du point de vue topologique. J'allais dire invité un peu à bricoler ou à jouer avec le parcours génératif, ce vieil instrument familier, sémioticien et tutélaire de la sémiotique grémassienne. Comme l'écrivent Grémas Cortés, justement dans Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, en introduisant l'entrée génératif, entre parenthèses, parcours, ce concept désigne rien moins que, je cite, l'économie générale d'une théorie sémiotique. C'est-à-dire la disposition de ses composantes les unes par rapport aux autres, et ceci dans la perspective de la génération. Et la phrase se poursuit. J'arrête une seconde, parce que la phrase est très longue, et elle se poursuit avec un second, c'est-à-dire qui va définir précisément cette perspective de la génération. Je poursuis donc la lecture. Ça va nous permettre de régler au fond le sort du qualificatif génératif sans avoir à y revenir par la suite. C'est pas sûr. Donc, dans la perspective de la génération, c'est-à-dire en postulant que tout objet sémiotique pouvant être défini selon le mode de sa production, les composantes qui interviennent dans ce processus s'articulent les unes aux autres selon un parcours, entre guillemets, qui va du plus simple au plus complexe, du plus abstrait au plus concret. Fin de citation. Nous connaissons tous cela par cœur. Ou plutôt, nous l'avons su, car ce parcours semble aujourd'hui un peu oublié quand il n'est pas remisé au grenier de la théorie. Comme l'a écrit Jean-François, lorsque je lui ai parlé de ce sujet, il m'a dit « Le sujet que tu vas traiter est un peu vintage ». Et nous aurons pourtant à nous interroger sur des choses comme le choix du terme « parcours » en lieu et place de « modèle »,
joie que justifient les auteurs d'une manière peu convaincante, à mon sens, lorsqu'ils disent que simplement, ils ont choisi le mot parcours plutôt que le mot modèle, c'est dans le dictionnaire, parce que le mot modèle était déjà très employé ailleurs dans le corps de la théorie. Et que donc, il ne fallait pas substituer les choses l'une aux autres. Voilà. Tout d'abord, précaution inutile, je ne m'engagerai pas sur le terrain proprement topologique, n'étant pas spécialiste de cette discipline, en dépit du désir qu'on peut avoir d'en être quand on songe à la puissance suggestive de sa définition, puisque la topologie se présente comme une étude des propriétés d'objets géométriques soumis à des changements de forme sans solution de continuité, c'est-à-dire à des déformations continues sans rupture, sans arrachage ni recollement, comme on le lit sur Wikipédia, c'est-à-dire sans discontinuité. L'idée de déformation-transformation suffira ici, déformation au sens spatial, transformation au sens premier que Greimas attribuait à ce mot dans l'introduction que vous connaissez du sens, intitulée du sens, en considérant que transformation, c'est la condition générale et fondamentale de la production, de la manifestation et de la saisie de la signification. Je me contenterai donc d'interroger des espaces de modélisation, et particulièrement leur mise en forme dans le parcours génératif de la signification de la sémiotique greimassienne. Je tire cette expression « espace de modélisation » du texte de présentation du séminaire dans la proposition sur laquelle je m'appuie pour indiquer l'objectif même de mon exposé. Je vous cite, « Nous visons surtout à comprendre la relation entre espace de modélisation plus ou moins stabilisé et l'attribution de signification. » Très beau projet, à mon avis. Cette réflexion implique, me semble-t-il, de penser le rapport entre la conception générative de la signification et les formes de spatialisation et d'iconisation que sa modélisation, graphiquement explicitée, revêt sous forme de tableaux, de schémas, de diagrammes. C'est-à-dire la pertinence théorique de ces formes de spatialisation, les effets de déformation et de contrainte que leur représentation inflige, l'anamorphose énonciative qui s'y trouve inscrite, mais aussi les vertus pédagogiques qu'elle recèle, bref, les expériences de pensée que cette représentation promet, et je dirais même les expériences de pensée que cette représentation promeut. Voici donc le parcours, le plan qui s'affiche sur certains de vos écrans, j'espère, ça marche, que je me propose de suivre. Parcours non génératif, bien sûr. Ça ne change pas, là. Comment? Vous avez quelque chose ou pas? Non. Non. Ça passe pas. C'est lequel qui... Ouais, donc, vous avez la première, mais pas la deuxième. Ça ne circule pas, là, si je fais passer les choses. Partager, alors. Ok. Oui, il n'y a pas de partage. Voilà. Ça va prendre du temps. Là, c'est bon? Vous avez réussi, vous réussissez à votre route? Comment? Vous réussissez à votre route? Je tente à distance avec, j'ai mon collègue qui parle à votre collègue aussi. Ah, c'est bon. Là, vous l'avez? Oui. Plan? Oui. Donc voilà donc ce parcours que je propose de suivre. Après avoir interrogé tout d'abord la notion de profondeur, je passerai en revue quelques spatialisations transversales en sciences humaines pour deux raisons. D'abord, pour mieux faire apparaître la polysémie de la relation surface-profondeur et indiquer combien il peut être difficile et aléatoire de rechercher l'archéologie conceptuelle du modèle iconico-génératif de la sémiotique. Abordant ensuite la figurativité abstraite qui me semble au foyer de ces modélisations, j'aborderai successivement 3 points. Je rappellerai tout d'abord la célèbre position de Nietzsche sur la métaphorisation des concepts. Puis ensuite, je me demanderai si l'hypothèse localiste ne serait pas agissante, voire régissante, dans les phénomènes de spatialisation des théories. Et enfin, j'interrogerai la ligne et son tracé, vecteur inévitable et constant de ce type d'iconisation, rarement interrogée en elle-même, cette ligne, derrière son évidence plastique. À partir de ces réflexions transversales, je reviendrai à la fin sur le parcours génératif
sur ces représentations avant de proposer, pour finir, une modélisation spatiale du parcours génératif nouvelle, entre guillemets, en tout cas alternative ou étendue. Donc, premier point, la profondeur est-elle un concept? Ça marche presque. Il faudrait... On a un deuxième signe de... Attends, t'as tiré sur le fil. Non, mais c'est pas parfait, là, parce qu'il demande quand je suis là sur le sol. Merci. C'est parler, mais oui, mais on fera tout à la pause. La pause. Elle me l'a dit, PC. La dame au téléphone. Sur moi, est-ce que vous avez eu l'intuition? Parce qu'elle me l'a dit au téléphone, la dame. que c'était... PC, utilisez PC, pas HDMI. Ça ressemble à l'image du sapin dans l'histoire. Est-ce que j'aurai la diapo? Pardon, pardon. Alors, Quelle séance de mouvement? mais est-ce qu'il y a une possibilité d'agrandir l'image à l'écran? Là-bas. Regarde comme ça se voit bien. Là, ça se voit bien. Mm. Bon, la profondeur est-elle un concept? Incontestablement, la profondeur est tentante, même attirante. Elle forme, merci beaucoup, une topique attractive. Et peut-être est-ce lié à la sensation de vertige qu'elle procure. Inséparable de la relation avec la surface, ce couple surface-profondeur se présente comme une des grandes figures candidates à la diagrammatisation. Or, la polysémie, qui fait la richesse du terme dans ses emplois courants et stéréotypés, pose en revanche de redoutables problèmes si on cherche à lui donner un statut conceptuel dans un métalangage. Difficulté d'ailleurs que le dictionnaire de sémiotique, que j'ai déjà cité, signale presque en commençant, en ouvrant l'article pour l'entrée profonde, entre parenthèses, structure. On lit. On remarquera que le terme de profondeur est entaché de connotations idéologiques du fait de l'allusion à la psychologie des profondeurs et que son sens se rapproche souvent de celui d'authenticité. En réalité, au-delà de cette modélisation véridictoire, bien d'autres éléments d'ordre axiologique s'introduisent dans la signification de la profondeur et y jettent le trouble. Qu'est-ce qui se passe? Concrète. Je ne sais pas ce qui se passe. Très vite. Ah, je continue même après. D'accord. Il y a des problèmes techniques. Je crois que si je fais ça, c'est ah non, ça descend plus. C'était là, c'était là. D'accord. Voilà, ça vient. Donc, ça bouge beaucoup. À commencer donc par la double valence, abstraite et concrète, telle qu'elle segmente par exemple le discours définitionnel du petit Robert. D'un côté, grand 1, ce qui est ou va loin du bord, de la surface, acception concrète, et de l'autre, grand 2, ce qui va au fond des choses, en parlant de l'esprit, de ses activités. Parlons donc ici de choses qui précisément n'ont pas de fond, ni de bord. Il est intéressant d'observer la directionnalité, aussi l'aspectualisation spatiale dans cette construction définitionnelle. Pour le concret, l'aspect inchoatif, on part de la ligne et on s'en éloigne, le plus souvent verticalement. Et pour l'abstrait, l'aspect est terminatif, on va atteindre le bout, le terme, la limite indépassable, mais aussi inassignable. Cette asymétrie spatiale de la profondeur peut aussi être comprise dans l'autre sens, attestant le primat de la perspective en toute affaire spatiale. Le point ad quem est défini, c'est la surface qui se présente comme une ligne. Mais le point ab quo est indéfinissable. Il peut toujours être repoussé, car la profondeur abstraite n'a ni seuil ni limite. Quoi qu'en dise à ce sujet, toujours le dictionnaire, lorsqu'il affirme que, je cite, « chaque instance de génération du discours renvoie à une instance plus profonde », et ainsi de suite, récursivement pourrait-on dire, et ainsi de suite, jusqu'à la structure profonde par excellence, qu'est la structure élémentaire de la signification, point ab quo du parcours génératif. Point quo, dont on sait bien qu'il a été dépassé par les structures tensives. Un autre point mérite d'être signalé.
La profondeur, dans la perception qu'on en a, qu'elle relève du concret ou qu'elle relève de l'abstraction, résiste à la segmentation. Elle est d'abord de l'ordre du continu, elle est lisse. Il lui faut être abyssale. C'est ce que montrent les abîmes de l'interprétation. On n'y installe pas d'interruption, ni étage, ni niveau, ni étagère. Ce qui complique quelque peu la modélisation théorique qui en fait parcourir les différents niveaux, impliquant du même coup le problème complexe de la conversion pour assurer le passage d'un niveau à l'autre. Bon, enfin, les différentes emprises axiologiques font que cette relation entre profondeur et surface est susceptible d'être investie par tous les régimes de valeurs. Valeurs cognitives et véridictoires, lorsqu'une pensée de surface, superficielle donc, limitée au paraître, peut être confrontée à une pensée profonde, révélant l'être exact dissimulé sous le paraître, illusoire ou imparfait, comme celui de Grémas. Valeur esthétique, lorsqu'on parle de la profondeur d'une œuvre, valeur passionnelle, avec la profondeur d'un chagrin ou d'un amour, valeur éthique et morale, etc., etc., la profondeur est plurivalente. Mais elle nous met surtout aux limites du langage, lorsque, au plus profond de l'expérience, confrontée à l'indicible, à l'innommé et à l'innommable, la parole, dans sa profondeur, cède la place au silence. Je risquerai à ce propos une hypothèse, peut-être un peu légère, liée aux représentations iconiques et diagrammatiques des élaborations théoriques. Maria Giulia le soulignait il y a 15 jours, le diagramme est un formidable instrument de condensation syntaxique et sémantique. Ces replis nécessitent le dépli du commentaire, pas à pas, proposition après proposition, argument après argument, pôle après pôle, inclusion après inclusion, mais ce commentaire ne l'épuise pas, car en dépliant, il ne peut nommer ce qui fait le pli, précisément, ce qui l'a formé, la condensation extrême. Et celle-ci peut aller jusqu'à l'implosion du langage lui-même, un langage d'une densité telle qu'il ne serait plus dépliable, qui fait taire et qui se tait. La fascination qu'a exercé ce couple relationnel surface-profondeur dans la quête et la production du sens, à travers leur traduction spatiale, remonte très loin dans notre histoire culturelle. Je voudrais juste en indiquer 2 ou 3 jalons qui conduisent apparemment peut-être et peut-être pas vers le parcours génératif. En effet, on pourrait mesurer le saut qualitatif opéré dans l'analyse, transformation qualitative qui reposerait sur des paramètres quantitatifs. En effet, en termes sémantiques, la relation entre profondeur et surface peut être abordée aussi de manière structurale, dès lors à bonne distance et même à l'écart de toute évaluation. Je dirais même à bonne distance de la métaphore ou de la catachèse profondeur-surface. Je m'explique. Les éléments sémantiques qui définissent la profondeur seraient ceux qui sont les plus largement régissants, ceux qui ont la base classématique la plus large, ceux qui sont susceptibles d'établir les isotopies d'un plus grand nombre de contextes, alors que les éléments qui sont les plus en surface sont les plus spécifiques, soumis à des contextes plus contraignants, de plus en plus exclusifs, de plus en plus monosémiques, comme ceux des univers de spécialité technique par exemple. La relation entre les 2 niveaux apparaît alors, je dis presque tout simplement, comme une affaire de densité sémique, reste que le mot densité reste une figure spatiale. C'est ainsi que la relation surface-profondeur, figurée dans des modélisations spatiales, pourtant proches, peuvent générer des univers analytiques radicalement différents. Venons-en donc à ces spatialisations et à leurs variations que j'appelais sémémiques. Ça ne va pas passer? C'est pas passé? C'est-à-dire que quand c'est un diaporama, ça ne passe pas. Voilà. Quoi? Je ne sais pas. Donc tu fais quoi? Maintenant. Voilà, là c'est bon. Mais si tu le mets en diaporama. Ouais, est-ce que je peux le remettre en diaporama pour. Oui, là, oui. C'est pas nécessaire de lire, bien sûr, mais enfin, si ça peut. Okay. Il ne saurait être question ici de tenter un inventaire des modélisations spatiales recourant à la figure de la profondeur et de la surface, du caché au révélé. J'en retiens 3. Celle de l'exégèse et de l'herméneutique, celle de la psychanalyse et celle de la linguistique. Exégèse tout d'abord. Je rappelle
les 4 niveaux de l'analyse exégétique depuis le judaïsme jusqu'à l'herméneutique chrétienne. L'interprétation biblique, celle des 5 livres de la Torah, dans la tradition de la philologie hébraïque, comprend le Peshat, le Rémes, le Midrash et le Sod. Le Peshat, c'est le sens littéral, évident, le sens premier du texte, le sens le plus direct, reposant sur la cohérence des récits. Quoique, ces récits, pour que la cohérence advienne, ont besoin de voir leur lisibilité restituée après un travail d'aplanissement des aspérités, des occultations et la résolution des complexités du texte lui-même. Le Rémes, c'est le sens allusif, métaphorique et allégorique qui offre un deuxième palier de lecture par généralisation, par refiguration et généralisation. Le Midrash, ou Drash, c'est le troisième des modes d'interprétation rabbinique, qui est celui de la recherche des lois sous-jacentes, donc le dégagement d'un sens indirect, selon des règles précises, sens auquel on accède en reliant des passages ou des versets différents. C'est aussi le sens dit homilétique, qui signifie celui qui régit la transmission dans les homélies. Et le Sod, enfin, c'est le sens mystique, la Kabbale, le sens secret ou ésotérique, le plus profond. Ces 4 sens de l'écriture, littéral, allusif, homilétique et mystique, se retrouvent dans l'herméneutique chrétienne, développée depuis les pères de l'Église. Les dénominations changent et établissent une nouvelle ordonnance du sens qu'on pourrait presque dire narrative. Les 4 niveaux sont désormais le littéral, l'allégorique, le tropologique, moral, et l'anagogique. 4 niveaux de sens qui ont été réduits par Origène au IIIe siècle aux 3 sens de l'écriture, littéral, moral et spirituel, comme pour s'ajuster à la tripartition ou à la trichotomie qui est celle du corps, de l'âme et de l'esprit, laquelle peut en retour justifier la précédente, faire un écho, un système d'écho entre les 2 tripartitions. Mais les 4 sens résistent et reviennent. C'est ainsi que Jérusalem revêt les 4 acceptions. Il y a d'abord le sens premier, historique, narratif et littéral, comme cité des Hébreux. Et puis son sens allégorique, comme image de l'Église du Christ. Et puis son sens tropologique, comme figure de l'âme humaine. Et enfin son sens anagogique, comme cité céleste, annonçant notre fin ultime. Je rappelle juste à ce sujet le célèbre distique du XIIIe siècle qui éclaire toute cette série, véritable synthèse de la vaste topographie interprétative que je viens de rappeler, et qui pourrait nous apparaître comme anticipation du schéma narratif canonique. En latin, litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia. La lettre enseigne les faits, l'allégorie t'apprend ce que tu dois croire, la morale t'apprend ce que tu dois faire, l'anagogie t'enseigne ce que tu dois viser. Bref, contrat et manipulation, action, sanction. Après une période d'extinction, il semble que cette théorie des 4 sens revienne chez les théologiens contemporains, affinée par de nouvelles subdivisions plus subtiles, comprenant les 3 sens, des 3 types de signification littérale du thomisme, ajoutant les 3 sens spirituels. Bref, dans tous les cas, un parcours se déploie qui va de la surface à la profondeur, du plus immédiat au plus différé, du plus évident au plus caché, du plus accessible au plus mystérieux. Le schéma général que je projette ici, que vous pouvez voir probablement sans pouvoir le lire, est dû à un théologien contemporain français, né en 1957, qui déploie en un tableau horizontal ce qui est à lire verticalement comme un passage de la surface à la profondeur. À moins que, dans la compétition entre le paradigmatique qu'implique l'étagement et le syntagmatique qu'implique l'horizontalité linéaire, ce dernier, le syntagmatique, triompherait et imposerait la grande syntagmatique d'un récit eschatologique. Au fond, le paradigmatique ici se cantonnerait au domaine pédagogique, de la définition à l'exemple qui la fonde, qui l'illustre, du plus particulier, le cas, l'exemple, le temple de Jérusalem, au plus général, l'histoire sainte, et de l'histoire sainte au plus abstrait, les transcendantaux.
Et on a, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais je lis, vous voyez la définition, les événements historiques à reconnaître, sens allégorique, le sens christologique à croire, sens tropologique ou moral, le sens pratique à accomplir, sens anagogique ou eschatologique, le sens ultime à espérer. L'exemple du temple, que je ne redis pas, l'histoire sainte, et les transcendantaux, le beau, le vrai, le bien, l'unité ou la fusion. On voit la portée d'une schématisation de ce type dans la lecture qu'elle permet de la crise planétaire contemporaine. Selon le même théologien, en effet, la nature s'inscrit dans les quatre sens, littéral, allégorique, écologique et eschatologique. Ce dernier étant désormais, comme on le sait, pour nous, imminent, imminence des fins dernières de l'homme et du monde. Je poursuis cette archéologie déambulatoire du parcours génératif. Après l'exégèse et l'herméneutique, nous rencontrons bien évidemment la modélisation psychanalytique de la surface et de la profondeur. Et on pense tout d'abord au modèle freudien. Je ne sais pas si je peux passer. C'est passé? Non. Si? Non. Ah non? Ben regarde. Non, mais pas sur... Ah. Ici, oui, mais pas sur... Ah, ça y est. En ligne. Donc là, on fait ça. Ouais, c'est bon. Voilà. Le modèle freudien de la spatialisation des contenus psychiques. Celui qui se prête le plus spontanément à une représentation spatialisée, quasi topographique, est la tripartition du ça, du moi et du surmoi, dont je vous montre ici deux représentations. D'abord une représentation figurative, pour ainsi dire maritime, qui me rappelle la formule de Paolo Fabri, le regard sémiotique porte sous la ligne de flottaison du cygne. Ici, sous la ligne de flottaison de l'iceberg, il y a le moi, le ça et le surmoi. Et une représentation schématique, assez illisible, répondant à une stylisation codifiée, elle-même référentielle, avec les marques d'une sorte de tableau électrique indiquant les embranchements, les conjoncteurs et les disjoncteurs. Je n'en dis pas plus sur ces schémas, mais c'est surtout la représentation spatialisée de l'analyse des rêves qui nous intéresse ici et nous oriente vers le parcours génératif, avec la fameuse distinction entre contenu manifeste et contenu latent, dont Freud explore les passerelles qui permettent de passer du premier niveau A de surface au second niveau B en profondeur pour parvenir à l'interprétation. Il est à noter, alors je passe à nouveau, mais je te demande de faire la même chose. Je n'ai pas encore compris, je devrais le faire tout seul, mais... Il est à noter que ces connecteurs sont en eux-mêmes, pour la plupart, des dispositifs spatiaux, susceptibles de rendre compte de la déformation des rêves d'un niveau à l'autre. On y trouve une esquisse de typologie des transferts, soit une figure complète remplacée par un fragment de la même figure dans le rêve, soit une figure qui s'y substitue totalement, soit une image plastique remplaçant une expression verbale, même abstraite, soit encore une relation à distance entre des éléments par ailleurs disparates. Freud précisant, je cite son texte, un élément manifeste pouvant remplacer plusieurs éléments latents et un élément latent pouvant être remplacé par plusieurs éléments manifestes. Fin de citation. Il s'agit alors, dans ce dernier cas, d'un phénomène qui ressemble fort à une isotopie. Je dois remercier à ce sujet notre ami, mon cher ami Yvan Darrow, qui a bien voulu me communiquer une lettre que Grémas lui avait adressée en 1991, où il reconnaît cette filiation conceptuelle. J'en ai copié un court fragment, je me suis permis, Yvan, de recopier un court fragment sur l'écran, que je vous lis selon la transcription qu'Yvan a bien voulu me donner également. Grémas écrit « Le Traumdeutung », l'interprétation des rêves de Freud, m'a torturé pendant plusieurs années et a certainement joué un grand rôle dans la conception de l'isotopie, d'une lecture autre de la profondeur. Et il ajoute « Je me pose maintenant, ce qui n'est pas... oui, il ajoute ce qu'on peut dire, je me pose maintenant la question de la parenté
entre le langage onirique et le stage génétique de l'enfant antérieurement à la consolidation de la structure « je tue ». Ce qui, cette seconde phrase, nous fait sortir du parcours génératif proprement dit, mais pose une double question, celle de la distinction entre le génératif et le génétique, et celle surtout de l'énonciation et de ses opérations fondatrices débrayage-embrayage. J'en reste là. Plus proche, enfin, contemporaine, ou plutôt précédant la générativité sémiotique, le modèle linguistique génératif chomskien des structures profondes et des structures de surface avec leurs règles transformationnelles. C'est largement par proximité, par différence et par opposition à celui-ci que le modèle sémiotique du parcours génératif se définit. Je dirais même s'est défini. Ne retenons que quelques traits d'un débat considérablement documenté et aujourd'hui plus faiblement pertinent, en tout cas à la marge de mon propos ici. Premièrement, la générativité chomskienne est exclusivement syntaxique, dans un premier temps, reléguant le sémantique au niveau des structures profondes, la montée vers les structures de surface des langues n'apportant rien en termes de signification selon ce modèle. Deuxièmement, cette générativité ne concerne que les langues naturelles et non les langages et toutes les sémiotiques vectrices de sens. Troisièmement, outre cette extension qui fonde une théorie générale du langage, la générativité sémiotique associe à tous ces niveaux le sémantique et le syntaxique. Et enfin, elle intègre l'événement de l'énonciation, d'abord comme conversion des structures sémio-narratives en structures discursives, puis, ultérieurement, comme opérateur à tous les niveaux du parcours. Mais cela est une autre discussion et nous éloigne des problèmes de spatialisation du théorique. J'en viens donc à mon troisième point, Nietzsche et les concepts. Alors, tu fais ça à toute vitesse? Non, c'est avant. Voilà, c'est bon. C'est avant. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Avant, voilà. Nietzsche et les concepts. Je fais ici référence à un texte du jeune Nietzsche, texte bien connu, qui est issu du cours de rhétorique antique grecque et latine donné alors qu'il était très jeune. Ce qui peut nous rassurer devant un public de 3 étudiants, chez lui, dans sa chambre, qui était publié en 1873. Moi, j'ai une version ici que j'ai trouvée dans l'édition Actes Sud sous le titre « Vérité et mensonge au sens extramoral ». Ce texte, pour moi, inaugure la thèse de la figurativité profonde. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Conclut-il, et on peut ajouter, parce que les concepts sont des métaphores dont on a oublié qu'ils le sont, c'est-à-dire des expressions dont l'usure du temps et le polissage de l'usage a permis de faire oublier qu'ils sont issus d'expériences sensibles ou qu'ils leur ont été rapportés pour être simultanément sémantisables et nommables en tant que vérité conceptuelle. Plutôt que de parler de métaphores, d'ailleurs, on devrait, me semble-t-il, dire que nous sommes sous l'empire de la catacrèse, c'est-à-dire l'opération qui n'a rien de rhétorique, consistant à nommer des objets dépourvus de nom par analogie approximative avec telle ou telle propriété d'objets déjà nommés. Je vous lis l'extrait parce qu'il est quand même assez extraordinaire, il n'est pas trop long, on a le temps. Nous croyons avoir quelque accès aux choses elles-mêmes lorsque nous parlons d'arbres, de couleurs, de neiges et de fleurs. Et cependant, nous ne possédons rien que des métaphores des choses, qui ne correspondent aucunement aux entités originelles. Comme le son en tant que figure de sable, l'énigmatique X de la chose en soi prend successivement l'aspect d'une excitation nerveuse, puis d'une image, enfin d'un son articulé. En tout cas, ce n'est pas logiquement que se produit la naissance du langage, et tout le matériel dans et avec lequel, plus tard, travaille et bâtit l'homme de la vérité, le chercheur, le philosophe, provient, sinon de Coucouville-les-Nuées, du moins pas à coup sûr de l'essence des choses. Il développe ensuite, repensons particulièrement au problème de la formation des concepts. Je saute ce passage qui se conclut par « Qu'est-ce donc que la vérité ?» Une armée mobile de métaphores, de métonymies, d'anthropomorphismes, bref,
une somme de corrélations humaines qui ont été poétiquement et rhétoriquement amplifiées, transposées, enjolivées, et qui, après un long usage, semblent à un peuple stable, canonique et obligatoire. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont, des métaphores qui ont été usées et vidées de leur puissance, de leur force sensible, des pièces de monnaie dont l'effigie s'est effacée et qui ne comptent plus comme monnaie, mais comme métal. Texte très fort, évidemment. Aujourd'hui, où nous reparlons volontiers du concept de traduction, en lui assignant la place qui lui revient dans une théorie générale du langage, nous pouvons observer ici, dans le texte de Nietzsche, la mise en abîme de 3 strates de traduction. En effet, la dénomination est dès le départ une traduction. La traduction en son puis en mots d'une expérience sensible, augmentée de sa potentialité de généralisation par réduction des propriétés, des singularités. Je nomme feuille un objet singulier en gommant ses particularités, car aucune feuille n'est identique à une autre, mais les propriétés que j'en retiens me permettent de nommer la multitude des feuilles de nos expériences et d'accéder ainsi au genre feuille. Cette première opération de traduction fournit le concept de feuille, donc, bien loin de cet X indéfinissable dont parle Nietzsche, qui n'a en lui-même pas de nom ni de genre. Les concepts abstraits et philosophiques sont bâtis sur ces matériaux premiers, qui sont en réalité déjà seconds, et ce sont donc des traductions de traductions, des concepts de concepts. Et l'opération se poursuit du concept à l'interprétation socialement convenue, traduction de traduction de traduction, qui implique, je cite à nouveau Nietzsche, moralement parlant, le devoir de mentir en suivant une solide convention, de mentir avec le troupeau dans un style obligatoire pour tous. Je vais chercher un thermomètre. Le mensonge dont parle Nietzsche, quoique plus profond, est aussi celui des catachrèses spatiales qui constituent le socle de la traduction du figuratif en abstraction conceptuelle. Ce mensonge, si c'en est un, car comment parler, nous renvoie plus largement à l'hypothèse localiste qui lui est ainsi sous-jacente. Je passe donc au 4e moment de mon exposé, l'hypothèse localiste. Je reviens sur cette hypothèse à laquelle je m'intéresse depuis longtemps. Oui, c'est ça, oui. Tu l'as? Vous l'avez? Et tu peux mettre le petite citation, de toute façon, c'est pas... Je reviens sur cette hypothèse, oui, sur laquelle j'ai longtemps travaillé depuis mon premier travail sur la spatialité romanesque chez Zola, et que, à ce moment-là, j'ai pu prendre la mesure des propriétés du sémantisme spatial hors de ses frontières perceptives et figuratives. Plusieurs articles et interventions m'ont depuis donné l'occasion d'y revenir. Jacques m'a rappelé hier un article, en réalité que j'avais complètement oublié, une prépublication du séminaire de 2008-2009, ça date, intitulé « De la topique à la figuration spatiale », qui était composé de 3 parties, localisme, topique, instance, et qui développait cette interrogation sur ce que j'appelais l'immanence invasive de la spatialité. Je vais y revenir aujourd'hui, mais dans un sens particulier, au regard précisément de la spatialisation des opérations cognitives dans les tableaux et dans les schémas. Le localisme du langage n'est-il pas ici aussi à leur source? Je rappelle donc que cette hypothèse, très ancienne, elle remonte aux stoïciens, postule que les expressions spatiales, en vertu de l'expérience proprioceptive première de l'espace sensible, seraient fondamentales d'un point de vue sémantique et grammatical. Cela signifie que nombre d'expressions non spatiales sont générées à partir de mots qui servent à nommer et à décrire l'espace, ainsi que les relations entre sujet et objet dans l'espace. J'ai reproduit ici la définition sur laquelle je m'étais appuyé au départ de John Lyons dans Sémantique linguistique, texte ancien de 1977, et qui définit l'hypothèse localiste comme ceci, je vous la lis. Hypothèse selon laquelle les expressions spatiales sont plus fondamentales grammaticalement et lexicalement que diverses espèces d'expressions non spatiales. Elles sont plus fondamentales au plan linguistique pour les localistes, car elles servent de modèle structurel aux autres expressions. La raison en serait, comme l'ont avancé très plausiblement certains psychologues, que l'organisation spatiale est au fondement même de la connaissance humaine, et j'ajouterais au fondement de l'expérience sensible, sensorielle. En d'autres termes, les expressions spatiales forment le référent interne
de ces expressions non spatiales. Elles en constituent le signifiant profond, connectant le signifié premier d'ordre spatial à un signifié second d'ordre non spatial par un trait isotopant interne. C'est ainsi que notre langage nous immerge, dès que nous y prêtons attention, dans un océan de catachrèses. Le localisme a été amené à traiter des phénomènes linguistiques, comme l'expression du temps, les expressions déictiques, les prépositions, les phénomènes aspectuels, et plus profondément la grammaire casuelle, je vais y revenir, mais aussi les concepts et énoncés abstraits, ainsi que les structures argumentatives sur la base de ce localisme profond. Cette hypothèse théorique de grande ampleur, longtemps oubliée des linguistes, a été puissamment réactivée avec les sciences cognitives. Je pense notamment aux travaux de Ray Jackendorf, 1985, qui étend la thèse au-delà du langage à la cognition dans son ensemble et montre comment, par exemple, la cognition de l'espace précède et modèle celle du temps. Il montre aussi, je cite, comment les notions abstraites sont conçues selon des figures qui, originellement, servaient à concevoir l'espace. Mais dans le champ sémiotique, c'est surtout à Jean Petitot que l'on doit les développements les plus décisifs pour fonder l'hypothèse, pour soutenir le bien fondé de l'hypothèse localiste. Et je fais évidemment référence ici au long développement sur ce thème dans la morphogenèse du sens, qui consacre, où il apparaît que l'hypothèse localiste résout des problèmes théoriques essentiels, permet de résoudre des problèmes théoriques essentiels. Est évidemment impossible d'entrer dans cette analyse d'une richesse considérable que j'ai relue avec beaucoup d'intérêt et sans parvenir pour autant toujours à en comprendre les détails, mais c'est tout à fait passionnante et à la hauteur de la complexité du problème. Mais elle permet notamment, me semble-t-il, selon Petitot, de résoudre des problèmes de grammaire casuelle. Les cas profonds élémentaires, étant reconnus par Fillmore comme des scènes, au sens de Ténière, et de justifier le sémantisme casuel à partir de connexions de position, mais dans l'analyse de Fillmore, chaque cas étant considéré comme isolable et autonome. Pour pouvoir définir ce sémantisme casuel en termes de valeurs positionnelles relatives et en décrire les schèmes, il semble nécessaire, écrit Petitot, d'en revenir à l'hypothèse localiste, où des connexions entre des actants spatio-temporels servent de matrice aux schèmes syntaxiques en général. En ce qui concerne la grammaire des cas, fondement du système casuel, le concept relationnel de base serait d'ordre spatial, et ce serait la notion primitive de direction, et pas seulement celle de rection, mais bien de direction, qui serait à la base du fonctionnement. Sans aller plus loin dans ce domaine, mais en vous invitant à relire ces analyses extrêmement convaincantes de Petitot sur la grammaire casuelle, je veux insister sur ce dont il appelle le développement, à savoir cette intuition spatiale de relation entre positions qui peut fonder en droit l'hypothèse localiste en la reliant au foyer perceptif lui-même. C'est la base un petit peu de sémiotique petitotienne. C'est pourquoi, je le cite, l'hypothèse localiste a pour fonction principale de subordonner la syntaxe structurale à la conception spatiale et de conditionner la perception du fait grammatical par une contrainte intuitive, schématique, de figuration. En m'arrêtant sur ce terme de figuration, je voudrais, pour finir ce paragraphe sur l'hypothèse localiste, en indiquer ce qui me paraît constituer les deux voies. La première acception serait celle, en recherche d'universaux, qui privilégie une approche syntactico-sémantique autour du noyau dynamique de la directionnalité, comme Petitot le montre à propos de ce qui fonde la cohérence des grammaires casuelles. Et la seconde acception, mettant au premier plan les radicaux spatiaux, comme autant de noyaux sémiques, iconiques et figuratifs potentiels, conduirait à privilégier la part sémantique. On serait alors dans une approche plutôt sémantico-syntaxique que syntactico-sémantique, et formant le socle de la prolifération des catachrèses à fond spatial, comme l'est par exemple toute la série des radicaux localistes qui tapissent l'espace tropologique de la rhétorique.
si on les prend un peu à la suite, la tropie, qui indique une direction et qui fait tourner. La topie, le lieu, avec ses isotopies. La phorie, le port et le transport, avec son euphorie et sa dysphorie, en quête de métaphore. La bolie, le jet, qui donne lieu à la parabole ou à l'hyperbole, et bien sûr au symbole qui relie, et au diabole qui sépare, le diabolique est là. Même relativisée, l'hypothèse de localiste pose donc une question fondamentale sur le statut de la spatialité dans l'ordre de la signification. Si on ne peut pas assumer l'idée d'une modélisation totale du plan du contenu à partir de la lexicalisation et des schèmes syntaxiques issus de l'expérience spatiale, on doit néanmoins interroger le phénomène de sa transversalité, puisqu'elle opère depuis le niveau étymologique de la formation lexicale jusqu'à celui de l'usage stéréotypé des catachrèses calcifiées, et plus encore peut-être à celui des configurations qui façonnent les poétiques figuratives de l'espace, dans tel ou tel texte, comme je peux le trouver dans les Rougon-Macquart, par exemple, comme à celui de la spatialisation, des raisonnements dans les diagrammes. Y a-t-il entre ces différents niveaux continuité ou solution de continuité? Sont-ils à appréhender comme des variations d'une même phénoménalité? L'hypothèse localiste gère-t-elle en sous-main la pensée diagrammatique? Pour cela, je voudrais faire un détour par le phénomène de la ligne. La ligne qui fait advenir les schémas comme schémas. La ligne qui encadre, la ligne qui dirige, la ligne qui définit, la ligne qui assure au schéma son existence comme modélisation spatiale d'une pensée théorique. Et on condense le modèle. Cette ligne, par définition bien ordonnée, cette ligne de nos schémas, semble avoir peu de choses à voir a priori avec la ligne du dessinateur, comme celle de Matisse, ou avec la ligne du graveur, comme celle de Rembrandt, ou avec la ligne de l'architecte, comme celle que je vous montre ici de Frank Gehry, les premiers dessins du MoMA de Bilbao. Du Guggenheim de Bilbao. Elle a peu à voir avec ces lignes-ci, mais elle est néanmoins présente avec ce formidable pouvoir régissant. J'ai eu l'occasion à 2 reprises dans le passé de travailler sur cet objet, la ligne. J'avais été ainsi amené à mettre en rapport, lors d'un colloque au Luxembourg organisé par Marion Colas-Blaise et Véronica Estaille, sur les synesthésies sonores, à mettre en rapport la ligne et le son. Et je me souviens de plusieurs fragments de Paul Valéry dans ses cahiers, dans la partie mathématique de ses cahiers, fragments qui forment une remarquable définition évolutive et incertaine de la ligne, comme si cette définition en accompagnait le tracé. Voici un des extraits, simplement, où il écrit « La ligne, c'est aussi ce en quoi le mouvement, en tant qu'il est accompli, se rend visible et descriptible ou tangible. Ce que nous pouvons nous représenter du mouvement accompli et refaire ou restituer à loisir. » Fin de citation. À travers une étude de ces quelques notations de Valéry, j'en avais conclu une courte analyse à dominante aspectuelle que je peux reformuler ici. La ligne n'apparaît jamais comme un objet isolable, détouré et statique, mais plutôt comme un phénomène sensible en devenir. Elle est saisie en perspective, à différents moments, à travers plusieurs points de vue, selon diverses focalisations, qui cherchent à en appréhender la phénoménalité, en aval ou en amont, en résultat ou en advenu, en spatialité ou en temporalité, en transformation ou en état. Bref, la ligne, même quand elle est arrêtée dans le réalisé, elle apparaît encore comme une potentialité de mouvement, d'où se déduit en négatif l'existence des points dont elle est faite. Elle est, comme le note Kandinsky, le bond du statique vers le dynamique. En confrontant la ligne et le son, indépendamment de tout ce qui les distingue et les oppose, les deux phénomènes avaient en commun, à mes yeux, d'incarner ce qu'on pourrait appeler le syntagmatique pur. Avant tout arrangement, toute corrélation, avant toute mise en rapport syntagmatique. Avant toute mise en rapport paradigmatique, pardon. Cette épure syntagmatique s'exprimait dans et par l'aspectualité. C'est bien le procès de la ligne
du fond de son aspectualisation et de son tempo qui formaient la trame de l'approche définitionnelle de Valéry. Sa ligne est tout en tension entre l'imperfectif de l'avènement et le perfectif de son état final, entre le duratif de l'exécution et l'accompli du résultat, lui-même toujours prêt à repartir et à recommencer. Dans le schéma, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire le schéma qui représente une topographie de raisonnement théorique, c'est bien entendu l'accompli de la ligne qui domine. Elle semble à l'arrêt, mais pourtant elle a une genèse, une histoire, un jeu de référents internes qui la codifie, que ce soit le référent interne de la géométrie ou le référent interne de la physique, comme on l'a vu par exemple avec la représentation du ça, du moi et du surmoi. Et la ligne bouge. Les variations de la minceur et de l'épaisseur des traits, les redoublements, les jeux de la droite et de la courbe, indiquent autant de traces du geste traceur, et ce sont des sortes d'embrayeurs de l'énonciation plastique. L'orthogonalité du parcours génératif, par exemple, n'est pas neutre, pas plus que le concept spatial de biais, que lorsqu'on parle aujourd'hui de biais cognitif, et on en parle beaucoup à partir de Kahneman, qui connaît donc un grand succès, l'oblique a remplacé l'angle droit. Mais un autre aspect est intéressant, concernant le statut de la ligne dans les espaces de modélisation. Francis Edeline, sémioticien cognitiviste du groupe MU, en a proposé dans un essai intitulé « Sémiotique de la ligne » en 2008, une typologie. Il distingue la ligne contour, la ligne creuse, la ligne virtuelle et la ligne lieu. La ligne contour, c'est la ligne maîtresse, reine des lignes, sémiotiquement la plus riche, avec ses déterminations énonciatives, le tracement, avec ses déterminations modales, elle suscite la foi perceptive, avec ses déterminations figuratives, elle donne à voir un objet, et avec ses définitions topologiques, puisqu'elle délimite le rapport entre des zones qu'elle qualifie du même coup, à l'intérieur c'est opaque et à l'extérieur c'est transparent. La ligne lieu, elle, détermine l'inscription de figures géométriques dans l'espace, comme les parterres des jardins. La ligne virtuelle est celle qui, absente de la réalisation, est suppléée par l'observateur qui la reconstitue mentalement, comme entre l'emblème de Coca-Cola, par exemple. Mais la ligne creuse est celle qui nous intéresse ici dans la schématisation. Son cas type est celui de l'écriture. Pur mouvement, pur acte disjonctif, sans intérieur ni extérieur, ne valant que par son détachement d'un fond. Il en est de même ainsi pour le schéma, dont le statut reste souvent incertain. Il illustre l'ambivalence foncière de la ligne. La sémiose de la ligne creuse est, parmi les typologies de la ligne, la sémiose la plus faible, parce qu'elle est entièrement soumise à des conventions qui lui sont extérieures. Alors qu'on la saisit comme pur plan de l'expression, c'est par son plan du contenu qu'elle se définit. Et celui-ci peut être flottant. Elle exige que se déplie la syntaxe qu'elle condense. Or, cet investissement syntaxique et sémantique peut maintenir le sens en suspens. D'où le caractère souvent un peu énigmatique des figurations spatiales dans les schémas. Je me souviens de l'impatience de Grémas face aux lignes et aux flèches surtout, en raison de l'occultation de leur contenu sémantico-syntaxique, corrélé au simulacre connotatif de scientificité qu'elle cherche à suggérer. Or, même sans la pointe de la flèche, la ligne indique une directionnalité. Dans tous les cas, pourtant, et c'est ça qui m'intéresse ici dans ce dessin, la ligne cherche sa schématisation sous-jacente. On la lit dans les esquisses de Guéry que je vous montre, et elle serait, parce qu'on sait qu'elle se réalisera dans l'avenir de ces lignes. Cette observation converge avec une remarque de Matisse que l'on doit corréler avec la modélisation spatiale de la pensée théorique. Après avoir déclaré qu'il a tiré, je cite Matisse, de l'usage du fil à plomb un bénéfice constant, comme architecte, Matisse affirme « La verticale est dans mon esprit. Elle m'aide à préciser la direction des lignes. » Et comme ces courbes sont toujours conscientes de leur rapport avec la verticale, il précise « Mes courbes ne sont pas folles. » Le schématisme, donc, les sous-tend en profondeur. Voici revenu la profondeur. Et j'arrive au dernier point, celui du parcours génératif et de ses représentations
spatialisée. Alors, un mot, tout d'abord, sur le caractère génératif du diagramme en général. Maria Julia rappelait lors de son exposé ici même un point qui m'a beaucoup intéressé relatif au diagramme. Elle disait que les diagrammes, si j'ai bien compris, tu me diras, selon Peirce, loin de signifier iconiquement leurs objets, avaient la capacité de présenter un double réseau de rapports, d'une part, des relations entre les parties d'une représentation, et d'autre part, les relations constitutives de l'objet donné à penser et non pas à voir. Double système de rapports qui aurait alors, je dirais presque par définition, une portée générative. C'est peut-être ce que cherche à illustrer particulièrement les représentations sémiotiques de l'économie générale des langages sous la forme du parcours génératif. Comme on le sait, la structure topologique qui encadre le parcours génératif est bien celle de la relation entre surface et profondeur, sans solution de continuité en principe, mais soumis par sa représentation à un étagement discontinu de niveau, impliquant donc, comme je l'évoquais, le problème difficile de la conversion. Cette relation entre surface et profondeur, je voudrais le signaler, déborde dans l'univers grémassien le seul cadre du parcours génératif lui-même. Cette relation détermine les relations entre les sémiotiques elles-mêmes. Ainsi, comme l'a rappelé Juan la dernière fois, la notion de sémiotique du monde naturel est définie dans le dictionnaire Grémas et Courtès par cette dichotomie. Le dictionnaire écrit par rapport à la structure profonde de l'univers, qui est d'ordre physique, chimique, biologique, etc., le monde naturel correspond, pour ainsi dire, à sa structure de surface. C'est d'autre part une structure discursive, donc de surface, mais dans le langage cette fois, ce n'est pas la même surface en fait, car il se présente dans le cadre d'une relation sujet-objet. Il est l'énoncé construit par le sujet humain et déchiffrable par lui. La théorie, donc, à travers toutes ces dimensions, se perçoit comme un relief montagneux dans tous ces états. La représentation canonique, celle que je vous montre, vous l'avez? Vous la voyez? Oui, oui. Non, il n'y a pas. Non, Ah, parce là, il que s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est presque fini. C'est où? Qu'est-ce qu'il est devenu? PowerPoint. Une heure. Ouais. Non. Si vous voulez que je... Derrière? Non? Oui, il a disparu. Et pourtant, on est toujours dans présentation, c'est-à-dire que... Ouais, Et voilà. voilà. Mais à distance, on l'a aussi. Oui. Selon les représentations canoniques de ce fameux parcours, on observe une variante de la relation entre surface-profondeur. Tantôt, haut, bas sur la page correspond à surface-profondeur. Tantôt, bas, haut, comme c'est le cas dans la version originaire, dans le dictionnaire ici reproduit. Le profond est en haut et la surface est en bas. On peut s'interroger sur la raison de cette disposition spatiale. Peut-être est-ce pour contrecarrer l'intuition figurative et contrer l'effet de sens semi-symbolique. Peut-être est-ce aussi pour épouser le sens de la lecture avec l'appel du concept de génération, qui applique source-cible. Je passe ensuite à une deuxième version, et là j'arrive à la fin de cet exposé, mais comment vais-je faire pour la page suivante? Parce qu'il faut être ici pour faire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut cliquer. Mais tout le monde arrive. Alors là c'est illisible évidemment, mais c'est pas fait pour être lu, je te le dis. Mais, si vous voulez, c'est une extension pédagogique du parcours génératif que nous avions élaboré d'ailleurs avec Véronica Estaille pour les cours qu'on donnait à Sciences Po et pour montrer comment le parcours génératif pouvait se décliner et où l'on voit, si vous voulez, que d'un côté, ça se présente comme un édifice, un immeuble avec un ascenseur. La cage d'ascenseur, c'est ce qui assure la conversion du plan de l'expression en plan du contenu. C'est le moment de la sémiose, disons. Et cette cage d'ascenseur, on le voit, elle est pleine de mots, elle est complexe. Je vais vous montrer après comment elle est elle-même probablement susceptible d'être illustrée générativement.
juste à droite de la cage d'ascenseur, il y a les 3 grands étages. Et ils sont articulés en sous-étages. Ensuite, c'est le modèle théorique. Et le modèle théorique a été décliné dans la sphère de l'action, dans la sphère de la cognition, dans la sphère des passions et dans la sphère de la perception. Et on a pu considérer que les différentes propositions conceptuelles présentées par les sémioticiens, non seulement par Greimas, mais par bien d'autres sémioticiens, pouvaient être articulées en termes de niveau génératif à l'intérieur de chacune de ces zones. Ce qui mérite évidemment discussion, mais enfin, j'assiste, indépendamment de l'hypothèse théorique sous-jacente, la vertu pédagogique est intéressante en ce qu'elle permet de montrer, par exemple, que les structures tensives développées par les travaux notamment de Jacques et de Claude Zilberberg, de façon très, très développée et insistante, sont des structures sous-jacentes aux structures élémentaires. C'est le fameux sous les sèmes, il y a quoi de Claude, son mot d'ordre. Et donc, les structures tensives sont là, la logique concessive, les logiques sous-jacentes sont là, et hop, ça monte, et ça se distribue un peu différemment selon les différentes zones d'investissement dans les champs narratifs, cognitifs, passionnels et perceptifs. Alors, j'ai été amené à, tu peux le faire passer suivant, à explorer un peu plus l'énonciation elle-même, à explorer un peu plus l'énonciation. Oui, là, tu vas le grandir. Je ne vois pas très bien. On voit pas très bien. À explorer un peu plus l'énonciation elle-même et à faire l'hypothèse d'une générativité de l'énonciation, où, au niveau profond, on aurait la praxis énonciative, la masse parlante, dont la praxis produit l'usage qui lui-même devient le socle des convocations et des révocations inventives, disons, cette praxis énonciative au niveau sémionarratif fait apparaître des instances qui peuvent être actualisées ou virtualisées, d'où la sémiotique des instances qui apparaît ici, à mon avis, et lesquelles instances sont générées par les opérations de débrayage-embrayage bien connues. Et ces opérations de débrayage-embrayage bien connues sont soumises au niveau discursif à la textualisation de l'énonciation et donc au réglage de la perspective. Le réglage de la perspective selon le point de vue d'un côté sujet, et selon la focalisation de l'autre point de vue, côté objet. Et on a un dispositif qui permet au fond de poser, d'illustrer un peu ce paradoxe de l'énonciation, de montrer comment il peut être à la fois conçu comme une tâche aveugle de la théorie du sémiotique, et en même temps comme une cheville ouvrière, un opérateur général. L'intérêt aussi, me semble-t-il, dans une telle présentation, c'est schématique, c'est d'intégrer, au moins partiellement, différentes voies ouvertes par la sémiotique, dans différentes écoles, je dirais, de la sémiotique, tensivité, instance, iconicité, pratique, etc. D'où la proposition que je fais aujourd'hui d'une intégration de ces deux schémas dans un dernier modèle. Non, ah oui, ça va passer. Ça, je viens de le dire. Ça, c'est le commentaire de cette générativité. Voilà. Dans ce modèle général, alors, je ne sais pas si... qui représente une sorte de pot de fleurs, si vous voulez. Alors, je le commente un peu rapidement. Hein. Ma représentation diagrammatique à la forme d'un cylindre en perspective plongeante, comprenant en son cœur un autre cylindre, le cylindre de l'énonciation. Il offre 4 parcours de lecture. Le parcours général. D'abord, à l'extérieur, il présente une colonne centrale, si vous voulez, qui est le modèle génératif lui-même. D'accord ? Le modèle génératif lui-même qui
qui non seulement est génératif, si j'ose dire, en tant que modèle de production de la signification, selon les hypothèses canoniques de la sémiotique grémassienne, mais qui génère également les différents domaines sur lesquels il s'investit. Et si on tourne de gauche, de la gauche vers la droite, action, cognition, passion, perception, on lit le parcours historique de la construction disciplinaire de la sémiotique à travers ces différents domaines d'investigation. Mais si on le lit de la droite vers la gauche, on lit la genèse sémiotique de la signification elle-même, à partir de la sémiose perceptive, puis de l'investissement du sensible par le pathémique et l'univers des passions, puis l'articulation du discours dans la cognition, l'univers proprement des discours cognitifs, puis l'univers pragmatique de l'action avec la sémiotique narrative de base, au fond, qui serait là. Voilà le modèle, alors, évidemment, et alors ça permet, l'énonciation au milieu pourrait recueillir ou accueillir les différentes strates que j'ai montrées tout à l'heure sur le schéma précédent, mais l'intérêt, c'est de montrer que en façade, on a l'acte de l'énonciation, mais en arrière-plan, on a le déroulé, l'itération d'énonciation qu'est la textualisation. Si l'énonciation elle-même est déterminée par un impératif de perspective, parce qu'on ne peut pas échapper à de la perspective, on ne peut pas saisir, l'Aleph n'existe pas, l'Aleph de Borges n'existe pas, donc on est obligé d'être soumis à la perspective. Néanmoins, par la textualisation, on a des stratégies d'organisation des points de vue, des focalisations, etc. etc. Donc ce serait, et on descendrait vers la praxis énonciative au fond du puits. Voilà la conclusion. J'en arrive à ma conclusion. Très brève. Je n'ai pas eu le temps, évidemment, de reprendre le travail historique autrefois nommé sur les procédures et les procédures de conversion, mais je crois que c'était pas tout à fait dans l'objet, et je renvoie à l'acte sémiotique bulletin qui a travaillé là-dessus, sous la direction de Petitot. Mais ce que je voudrais, en conclusion, rappeler brièvement, c'est que transformant le statisme des niveaux en dynamisme des infiltrations et des échanges, les strates du parcours génératif opèrent comme des filtres à mailles progressives. Les très grosses mailles des structures profondes s'affinant peu à peu pour ne plus laisser passer en surface que les sèmes à mailles fines. C'est ainsi qu'une nouvelle figure spatiale fait alors son apparition, bien que très ancienne, la figure de la densité sémique. À travers elle et ses modulations, à travers même les changements d'échelle qu'elle implique, la syntagmatique du parcours l'emporte sur la paradigmatique des niveaux, et c'est ce mot parcours qui se justifie alors et qui devient régissant, c'est-à-dire en faisant être le sens comme transformation. C'est donc sur ce mot parcours que je vais m'arrêter, avec sa mouvance indéterminée et avec le caractère sans bord qui lui est inhérent. Merci. Ouais, enfin moi, ce schéma, je ne le comprends pas. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça me rappelle, vous vous souvenez de la représentation de l'enfer de Dante, qui avait fait une sorte d'école parfaite avec des... J'ignorais, mais tu vois, c'est une belle coïncidence. Non, mais je mets juste un mot avant de passer la parole à la salle et à Maria Giulia aussi sur ce mot qui revient tout le temps, qui est celui de perspective chez toi. Donc la question que je me pose tout simplement, c'est est-ce que cette idée de perspective, c'est tout simplement une manière d'échapper à cette axiologisation dont tu parles au début, c'était entre la profondeur comme le lieu de l'être, le lieu de la vérité, etc. Et donc, en introduisant cette idée de lecture perspective du parcours génératif, c'est une manière d'échapper à cette sorte de détermination d'intérêt. C'est que, oui, pour moi, la perspective, c'est vraiment, je ne sais pas si on l'a suffisamment travaillé, en fait, en sémiotique. Ça me paraît être, il me semble qu'avec le tournant phénoménologique de la sémiotique, elle est apparue au grand jour, l'importance de ce concept. C'est-à-dire qu'on ne perçoit que dans le sens phénoménologique du terme, que des esquisses du monde, et on n'en restitue que des esquisses par nos discours. Et ce sont ces esquisses qui font nos écrans.
à la fois passage et fermeture. Et donc, de la même façon qu'on ne voit que le dessus d'une table et pas le dessous. Enfin, et la façon dont Jean-François rappelle toujours, on dit la tasse est sur la table et non pas la table est sous la tasse. Les choses de ce genre-là, quoi. Et donc, je crois que la perspective est une contrainte fondamentale et complètement inhérente à tout acte signifiant. Hein? Oui, oui. Elle est transversale absolument. Ça me paraît. Et les grands débats qu'on a eus en linguistique, en sémiotique, en analyse de discours, autour du problème du point de vue, autour du problème de la focalisation, etc., me semblent seconds par rapport à ce socle fondateur de la perspective qui se subdivise en quelque sorte. Moi, j'ai une vision un peu simpliste, mais ça se subdivise du côté du sujet en point de vue, avec les différents narrateurs, observateurs, etc., informateurs, même comme Jacques l'avait fait, et du côté des objets en focalisation. Par exemple, moi, je suis très frappé, pour donner un exemple très, très concret, très simple, j'étais très frappé par le livre de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Le Monde sans fin. C'est une bande dessinée de Jean-Jacques Jancovici sur la crise de l'énergie, la crise planétaire de l'énergie, et qui est tout à fait passionnant parce que justement, c'est un livre qui donne à réfléchir sur le problème de l'échelle. La perspective est liée directement au problème de l'échelle, à mes yeux. C'est-à-dire que notre perspective détermine nos échelles, et on sait très bien que nos échelles sont limitées, et il faut parfois, pour changer de perspective, sortir de l'échelle. Et lui, il donne des exemples. Il dit, par exemple, son interrogateur lui pose une question, lui dit, mais c'est quoi l'énergie? Comment ça se mesure? Il dit, ça se mesure en joules. Le joule, c'est quoi? Si vous prenez une tablette de chocolat de 100 grammes, vous la montez à 1 mètre et vous la faites tomber, il y a un joule. L'énergie que vous avez dépensée pour la monter, c'est un joule. Et donc, il parle des joules. Il dit, c'est comme une mesure trop limitée. On parle en kilowattheure. En kilowatts, et puis kilowattheure. Il parle en kilowatts. Et après, il fait toute une mise en scène, justement, qui transforme la perception des échelles, qui est très amusante, en parlant justement de l'énergie dépensée par un corps humain, qui est notre échelle de base, pédaler en vélo, par exemple. Et il dit, chaque fois que vous ouvrez votre mixeur dans votre cuisine pour faire une soupe, vous dépensez une énergie équivalente à 4 cyclistes qui montent une côte. Si vous mettez en route l'aspirateur, c'est 10 cyclistes. Si vous montez un ascenseur, c'est 50 cyclistes. Et tout le livre se procède comme ça par une espèce de réflexion sur l'échelle qui n'arrête pas de perturber la perspective selon laquelle on aperçoit le monde. Et ça, moi, je trouve que c'est un travail absolument formidable par rapport à la perspective. Pour répondre à la question. Julia, puis... Je ne sais pas si Jacques veut prendre la parole exactement pour poursuivre, sinon... Non, c'est sur l'exposé de... Oui. C'est pas exactement sur la perspective. Oui. Vas-y. Alors, je voudrais revenir sur le parcours génératif. Moi, j'ai toujours eu du mal avec le passage des structures sémioratives aux structures discursives, parce que c'est des structures discursives dépendent d'une intervention fondamentale qui ne ressemble pas au passage de niveau qui précède, qui est l'énonciation. En toute sa complexité. Le fait que tu aies éprouvé le besoin de faire d'un côté rappel du parcours génératif et de l'autre ajouter le parcours génératif et l'énonciation, que tu le perçois aussi. C'est pas du tout du même ordre. Et d'ailleurs, quand on dit que les conversions marchent mal, c'est celle-là principalement. Pour les premières, des structures élémentaires, puis les structures syntaxiques, je crois que Petit-O, il a montré qu'elles étaient pensables, si elles sont opérationnelles, en tout cas elles sont pensables, et les conversions entre la phobie et puis les modalités, je crois que Thomas a dit des choses là-dessus. En revanche, ce qu'on n'arrive pas à traiter comme conversion, c'est ce qui correspond à l'acte d'énonciation et à sa production. Et d'ailleurs, quand on passe à ce niveau-là, en fait, c'est là qu'on est tenté de rebrousser chemin.
Si je compare, par exemple, tu as fait une remarque sur ou bien les structures profondes sont en haut ou bien elles sont en bas. Bon. La référence implicite, c'est les arbres de Chomsky. Donc, dans les arbres de Chomsky, les structures profondes sont en haut et les structures surfaces sont en bas. Pourquoi? Parce que l'hypothèse, c'est qu'il y a des structures biologiquement créées dans l'esprit humain qui sont génératrices de la totalité des phrases possibles. Donc là, il n'y a pas d'énonciation. Le problème ne se pose pas. Mais quand on fait la même chose avec le parcours génératif pour les anciens, le problème se pose immédiatement. Donc, on monte, et puis il y a un moment, on saute, et puis excusez-moi de la figurativité un peu triviale, mais parfois, ça aide. Y compris avec les gestes. Hein. Oui, le geste aide. Oui. Ça, c'est très possible. On tombe dans le puits. Oui, on est dans le puits. Bon, moi, je pense qu'il y a un problème dans le parcours génératif de la sémétique grammatienne qui explique en grande partie le fait qu'il soit peu utilisé. Parce qu'il n'est pas régulièrement une augmentation et une réarticulation possible de l'articulation sémantique. Alors, on peut le traiter, par exemple, comme un système de traduction. D'accord. Traduction avec des langages qui sont de plus en plus denses, ce que tu as un peu suggéré. Sauf qu'on retrouve le même problème au niveau de l'énonciation. L'énonciation, ce n'est pas une traduction. Voilà. Comme on veut, par quelle langue. Moi, je n'arrive pas à trouver de régularité dans le parcours langue. Ça ne me gêne pas. Ça explique pourquoi on ne peut pas, on nous reproche toujours de ne pas être régulier en conversion. Ben, je répondrai, moi, pour ça. Pardon, excuse-moi. Je finis. Même avec Claude, quand on a travaillé sur les structures tensibles, il y avait toujours cette duplicité. Il avait envie de les fourrer dessous, et chaque fois qu'il en donnait la justification, et qu'on a retravaillé sur les questions de la complexité, on dit on prend le point de vue de la complexité de l'irréductible, les dimensions se croisent, elles interagissent, et puis on trie et on en choisit deux qui sont dont la corrélation semble pertinente, et ça donne lieu à des positions tensibles. Mais on voit bien qu'on est là dans la descente. On n'est pas lancé par en dessous. C'est dans la complexité de l'irréductible. On est toujours dans cette alternative. Alors, je le dis très intuitivement, parce que je n'ai pas de solution arrêtée sur la question, mais je l'ai rencontré récemment, par exemple, en travaillant sur les relations acteur et actant. La définition des grammaires de l'acteur est aussi abstraite que celle de l'actant. Où est la complexité, la densité? Non, il n'y a pas de densification. Il y a simplement que ce n'est pas la même orientation. Je trouve que l'exemple de l'acteur et de l'actant est quand même à l'époque où c'était défini, ça m'a semblé être un beau phénomène convaincant de conversion tout de même, puisque le passage, c'est cette idée du rôle thématique qui me paraît être un apport, la thématisation qui est rangée dans le parcours génératif, dans la sémantique discursive. Cette thématisation qui me paraît en plus jouer un rôle, mais tellement essentiel dans le fonctionnement des discours réels. Oui, c'est ça, c'est un actant, un rôle actentiel plus un rôle thématique. Enfin bon, il y a quand même une augmentation. Il y a le phénomène de l'augmentation est là quand même. Oui, mais c'est toujours un peu magique, cette augmentation. Mais les diagrammes sont magiques. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que moi, un des problèmes majeurs de la confrontation entre la structure conceptuelle des théories et les formes topologiques, une question majeure, c'est de savoir si elles coïncident. Et ce que je suis en train d'écrire très rapidement, c'est à mon avis, dans la conception grammatienne de la généralité, il y a une conception qui correspond à un tableau à la forme topologique. Il y a une non-coïncidence considérable. Il est là le problème. Il n'y a pas une transition juste de la forme conceptuelle dans la forme. Avant de passer la parole à la salle, j'ai vu que Mira s'est... je voulais revenir, Denis, sur ton parcours, sur la définition de profondeur qui m'a énormément intéressée. Tu peux partir en parlant d'une profondeur lisse et continue, hein, qui pouvait faire penser à quelque chose d'amorphe.
Et ensuite, tu as poursuivi avec, des références à d'autres auteurs et par exemple, quand tu as parlé de la profondeur au sens anagogique, tu as parlé d'unité. Hein, ça m'a beaucoup intéressé de voir comment tu es passé d'Ulysse continu à l'unité. Je voudrais savoir quelles sont les correspondances possibles, hein, parce que tu as montré qu'il y avait toujours des correspondances plus ou moins, avec des écarts plus ou moins importants, hein, dans les définitions de profondeur. Donc, tu es parti par l'amorphe, si je peux me permettre, mais peut-être c'est mieux de dire continu. Ensuite, tu es passé par l'unité. Tu es passé aussi à la question de la psychanalyse, la profondeur comme les moments avant les jetus, avant les moments dialogiques. Et puis, effectivement, la profondeur a coïncidé avec la praxis énonciative, qui est ce qu'il y a de plus diagrammatique, hein, donc pas du tout de continu, de lisse, etc. Et puis ensuite, peut-être, tu es passé à la profondeur comme Timmy, hein, à l'idée de la profondeur à partir de la sémiotique tensive. Alors, qu'est-ce qui se conserve de toutes ces, d'une certaine manière, de toutes ces je te répondrai très simplement. Je crois qu'il ne reste rien de la profondeur. Je crois que c'est une notion vide. Je suis persuadé. Je crois que c'est un parfait simulacre qui tapisse une sorte d'espace. Et ainsi, on passe de la profondeur comme qui est au bord de l'indicible, d'ailleurs, ce qui est quand même dans toute une littérature mystique, et à une profondeur qui est calée sur quelque chose, comme les structures élémentaires, mais qui en fait se dérobe. Et donc, parce que le reste de la profondeur, je crois que c'est quelque chose, c'est la polysémie de la profondeur, qui est tellement frappante dans la structure, dans sa relation avec la surface, par exemple. Si on sort d'un imaginaire topographique ou marin, de la terre et de l'eau, ailleurs, on a un concept vide. Pour moi. L'idée des monosémies de la surface est aussi étonnante, je crois. De quoi là? De la monosémie, tu as parlé de monosémie pour plus on voit vers la surface, plus on va vers la monosémie. C'est dans le parcours génératif, en effet, mais ça c'était cette idée ancienne de la densité sémique. Oui, mais est-ce que la densité sémique, c'est de la monosémie? Mais la monosémie, c'était au fond le vieux problème de la relation entre les noyaux sémiques et les sèmes contextuels dans la sémantique structurale. C'est-à-dire que plus un sémème est dense, moins il accepte de sèmes contextuels. Plus son noyau sémique est dur, en quelque sorte. Plus il est abstrait, et moins il est dense, et plus il accepte la compatibilité avec un grand nombre de sèmes contextuels. C'est comme ça que c'était défini, je ne sais pas si vous pensez de la même façon. Et ça reste, à mon avis, assez intéressant, parce que c'est un des cas où le quantitatif génère du qualitatif. On creuse un saut qualitatif en découvrant que c'est des miettes qui s'ajoutent, ou qui se déploient, ou qui se forment. C'est bien. Merci Denis. Je voudrais d'abord une petite question. À propos du localisme, je me demande même à quoi ça propose. Et en particulier, s'il y a un anti-localisme, par exemple en grammaire, il y en a des localismes, des anti-localismes. On voudrait savoir si les anti-localistes ont un imaginaire eux aussi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui dit l'anti-localisme? En tout cas, il me semble que le localisme est assez séduisant pour quand il s'agit de concepts et de choses abstraites. On a envie effectivement de projeter de l'espace pour les comprendre, mais que par ailleurs, il me semble qu'on projette d'autres imaginaires lorsqu'il s'agit de parler d'espace, et que la profondeur est bien un de ces mots d'espace qui, en fait, sur lequel on projette autre chose, qui est du temps, à mon avis.
Car dans une machine, il n'y a pas de profondeur. Dans une machine, il y a du haut et du bas, il n'y a jamais de profondeur possible, à mon avis. Dans une machine? Voilà, il y a du temps. Donc, on pourrait se dire qu'il y a peut-être un temporalisme possible des catégories spatiales et de la profondeur. On est un bon cas, un bon exemple. Voilà. Et puis, par rapport à la question qu'a soulevée Jacques, qu'a re-soulevé Jacques, d'après ce que tu disais, c'est, je voudrais juste partager avec vous une réflexion de Laurent Gosselin, qui considère que toutes ces questions d'ambiguïté, parfois on commence, la profondeur, la surface, etc., est liée à l'ambiguïté sémantique profonde du concept de possible. Du concept de possible. Possible. Parce que le possible, c'est, d'un certain point de vue de biologique, c'est ce qui peut advenir, c'est l'après. Il y a le possible, c'est ce qui est ouvert, qui n'est pas encore advenu. Mais d'un point de vue ontologique, et c'est le même possible, hein, mais d'un autre point de vue, l'ontologie ontologique, le possible, c'est ce qui est avant, c'est ce qui a permis la réalisation. Et donc, il est évocable, c'est avant. Et il me semble que dans les jeux que je fais, là, c'est bien ça, c'est de savoir. C'est que le possible, c'est le possible à partir d'une structure fondamentale, plein de utilisations possibles, mais en même temps, c'est ce possible comme potentiel. La structure élémentaire telle qu'elle est, elle est à la source potentielle en puissance avant qui a terminé. Alors, je dois vous dire. Oui. Pardon, vas-y. Non, réponds. Non, mais je te remercie beaucoup. J'aurais juste une question, une contre-question de toute façon. L'antilocalisme, il existe, je ne connais pas, il existe un courant contre l'hypothèse localiste? On a travers des cas de IMC, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a tout un long historique sur le localisme et l'antilocalisme en grammaire. J'avais une collègue qui s'était carrément antilocaliste. Elle n'expliquait pas pourquoi, d'ailleurs, je ne comprenais pas. Narcissique, c'est dingue. Herman? Pardon, je me permets de vous dire. Justement, ce débat, qui est une catégorie des cas, là, de l'histoire, et qui est l'humaine, sur linguiste, de ceux qui sont antilocalistes, justement. C'était deux positions bien connues et bien visibles. Est-ce que l'antilocalisme se définit comme un temporalisme? Je refuse que l'espace soit structurant. Pardon, on aurait des questions en distanciel. Bertrand Marchelier avait levé la main. Je vois aussi Yvan et Jean-François voulaient aussi prendre la parole, mais on ne peut pas malheureusement parce qu'on a déjà pris 1h30. Donc, si on veut faire la pause pour nous détendre 10 minutes et changer ici le PowerPoint, on a malheureusement besoin de s'arrêter maintenant. Merci encore.